Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui va étudier un problème intéressant, c'est le point de vue de l'autre. Jusqu'ici, on s'est consacré à vous, on a parlé de vous, ce que vous devez faire, ce que vous devez choisir, les options, comment vous présenter, c'est vous. Maintenant, il y a un personnage très important, c'est lui. Lui, c'est le décideur, c'est la personne qui est votre futur employeur, votre futur patron, ou bien c'est le directeur des ressources humaines. Et je me suis dit, étant donné que le chasseur de tête que je suis représente souvent ces personnes, il est mandaté en tout cas par les entreprises pour trouver des candidats, je me suis dit peut-être je prends la parole en tant que chasseur de tête et vous donne le point de vue de l'autre qui est en face de vous, qui vous regarde, et ça vous donnera un angle nouveau de connaissance et de perception de ce que vous faites lorsque vous agissez ou interagissez dans le processus de recrutement. Alors ça a l'air simple, c'est une partie de tennis. D'un côté, il y a le candidat, et puis de l'autre côté, il y a le recruteur. Mais c'est intéressant de savoir ce que la partie adverse pense, quels sont ses critères, quelles sont ses motivations, quels sont ses modes d'évaluation, car après tout, la moitié de la décision, c'est lui. Il va faire continuer le processus de recrutement ou bien l'arrêter, alors que vous également, vous êtes la deuxième partie, vous pouvez interrompre à tout moment si vous n'êtes pas motivé, intéressé par le poste, vous interrompez, mais de l'autre côté, il y a le décideur. Donc, on va prendre maintenant, aujourd'hui, le point de vue du chasseur de tête ou de l'employeur éventuel. Alors, on va reprendre, on va saucissonner notre processus, qui est toujours les 5 étapes. C'est un moyen pratique de sérier les problèmes du recrutement. On va reprendre ces 5 étapes sous l'angle du chasseur de tête. Alors, la première, l'évaluation. Ce n'est pas l'auto-évaluation, c'est l'évaluation de vous. Que font les chasseurs de tête alors? Je crois que c'est très varié. Moi, j'avais ma petite technique. J'essayais de répondre à un certain nombre de questions très simples en tant que recommandation à une entreprise ou absence de recommandation. Moi, j'essayais de répondre à 3 questions. Puis après, je subdivisais et je raffinais. Sur un candidat, je veux, à la fin de l'entretien, pouvoir répondre à 3 questions. Ces 3 questions sont: qu'est-ce que cette personne a réalisé comme expérience? Quelles sont ses compétences? Ça, c'est la première question. Alors, ce n'est pas la même chose, ses réalisations et ses compétences. Parce que vous avez des gens très compétents qui ne réalisent pas tellement de choses. Ils, ils sont parfaits dans la compétence, mais les résultats pratiques ne sont pas au rendez-vous. Donc, j'essaye de savoir les deux. Quelle est sa compétence? Quels sont ses résultats? Puis ensuite, la deuxième question, c'est: est-ce que ça va être compatible avec mon client? Moi, je connais mon client, je suis allé lui rendre visite, j'ai visité son siège, ses usines, j'ai vu diverses personnes dans l'état-major pour préparer le recrutement. Car ça ne se fait pas comme ça, ex nihilo. Il faut avoir le chasseur de tête, étudie l'entreprise, voit un peu l'ambiance, les valeurs, les personnalités qui sont là, et il essaye de répondre à cette deuxième question: est-ce que le candidat est compatible? Et puis, il y a la troisième question, c'est: quel est le potentiel de ce candidat? C'est une question beaucoup plus vaste. Parfois, les gens ont un potentiel limité, donc vous recrutez quelqu'un pour une case précise dans l'entreprise, mais vous savez qu'en dehors de cette case, point de salut, il ne pourra pas progresser. En revanche, vous avez des gens qu'on recrute. Je pense à un recrutement que nous avions eu
pour une grande entreprise, une immense entreprise du CAC 40, on a recruté un contrôleur de gestion, 34 ans. Il est devenu président. Bon, d'abord, il est devenu contrôleur de l'entreprise, puis ensuite, il est devenu directeur financier, et puis il est devenu stratège et directeur général adjoint, directeur général, et puis président. Il vient de prendre sa retraite. Donc ça voulait dire qu'il avait un potentiel indéfini. Vous avez, c'est la troisième question qu'on se pose. Donc, compétences, mais surtout les réalisations, dans le cadre de cette compétence, la compatibilité avec l'entreprise et le potentiel. Ça vous donne une idée un peu de ce que quelqu'un comme moi a derrière la tête lorsqu'il voit un candidat. Alors, quand j'ai été formé, mon patron il avait son truc à lui. Il essayait de donner une notation, c'était un Américain. Il mettait des notations sur un certain nombre de points, de 0 à 5. Il mettait M pour maturité. Ensuite, moi, j'ajoute à ça I comme intelligence. Niveau d'intelligence, on essaye de voir s'il fait les rapports entre les choses, s'il a une logique, si à partir de quelques faits, il fait un raisonnement qui est sérieux. Ça juge l'intelligence. E comme expérience et F comme fit. Est-ce qu'il correspond à l'entreprise? Bon, vous voyez, ça rejoint un peu les 3 points qui étaient là-dessus. Mais je mettais des notes. Alors, je mettais maturité, 5, parce que c'est quelqu'un qui avait une formidable maturité, qui abordait bien les problèmes, qui se sentait sûr de lui, qui n'était pas non plus posé des bonnes questions, qui avait la modestie de ne pas tout savoir, pas d'arrogance, enfin, c'est une bonne maturité. Alors, les qualifications, évidemment, je mettais c'était le niveau de compétence. J'ajoutais l'intelligence, une note pour l'expérience et une note pour la compatibilité. Et depuis peu, j'en ajoute une, parce que je me suis rendu compte que l'énergie était différente selon les gens, et que le niveau d'énergie de quelqu'un, tel qu'il ressort d'un entretien, facilite le succès d'une personne. Ce n'est pas déterminant, on peut aller dans tous les sens et être énergique, et puis être zéro, mais quelqu'un qui a une énergie contrôlée, plus une maturité, des qualifications, intelligence, expérience, est compatible, il faut avouer qu'il a tout. Et l'énergie décuple les possibilités de succès dans l'entreprise. Donc, j'ai ajouté ça. Dans l'évaluation, je suis influencé par la présentation de quelqu'un. C'est pas tellement ses vêtements, c'est pas tellement l'élégance d'un foulard ou la façon de s'habiller. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'esthétique. C'est l'harmonie entre la façon dont il est habillé et le poste qu'il va avoir. Et c'est une forme aussi d'intelligence, de se présenter correctement. Ça peut d'ailleurs, dans certains métiers, être très informel. Dans le métier du sport, on ne verrait pas quelqu'un arriver en costume-cravate ayant l'air d'un banquier. Ce n'est pas le sujet. Enfin, ça joue. Ce qui joue dans l'entretien aussi, dans l'évaluation, c'est la contrepartie de la phase 1, hein, c'est vu du côté du chasseur de tête, c'est le degré d'initiative dans l'entretien. Est-ce qu'à un moment donné, il intervient pour poser des questions? Est-ce qu'il est à égalité avec le recruteur? Il ne faut pas non plus être trop arrogant, mais il faut maintenir un certain quant à soi,
poser des questions, prendre des initiatives pour contrôler l'entretien. Si ça devient juste un professeur qui pose des questions aux gens et on répond et c'est vrai ou faux, ce n'est pas du tout le but d'un entretien. Alors l'empathie, j'en ai souvent parlé, ça dépend des postes. Enfin, même dans les postes les plus où on a besoin de personnes qui sont concentrées et où les introvertis peuvent exceller, on demande une certaine empathie vis-à-vis de l'équipe. Donc ça, c'est un des éléments importants que j'évalue. Alors les valeurs. Vous savez que l'entreprise est un lieu neutre. On peut avoir n'importe quelle religion, n'importe quelle race, n'importe quel point de vue, n'importe quelle idée politique. L'entreprise est neutre, elle n'a pas à choisir en fonction de ces critères-là. Et je me suis toujours gardé d'avoir des préjugés dans ce domaine. On en a toujours. On a toujours des préventions. Mais il faut les éliminer du système d'évaluation. On vient d'un historique et les entreprises n'échappent pas à certaines modes d'évaluation subjective. Mais dans la FIT, dans l'évaluation donc de la compatibilité avec l'entreprise, le chasseur de tête va essayer de voir si les valeurs humaines, culturelles, sont compatibles avec celles de son client. Sinon, ça va être travail et rien d'autre. Or, ça déborde sur des relations, et plus on monte dans l'entreprise, plus ces relations qui tiennent aux personnalités et aux valeurs jouent un rôle. Donc sachez que le chasseur de tête, lui, il a un point de vue très différent du vôtre. Il a intérêt à ce que ça marche. S'il a trouvé un bon candidat pour un client, le client le félicite et le rémunère. Et donc tout va bien. Donc ce n'est pas un ennemi. J'ai bien insisté dans le passé que vous n'êtes pas demandeur. C'est les entreprises qui demandent. Et dans l'entretien, il faut que vous soyez en une situation d'offre. Vous offrez des compétences, une expérience, des résultats passés, une personnalité, et l'entreprise est demandeuse, via le chasseur de tête, d'un certain nombre de talents que vous représentez. Et on évalue si vous avez ces talents ou si vous ne les avez pas. On va aborder maintenant le ciblage. Le ciblage, chasseur de tête n'a pas à s'exprimer, puisque vous venez le voir, ça veut dire que vous avez déjà ciblé. Il peut peut-être, et d'ailleurs c'est le cas, vous évaluer par rapport à la description de fonction et au secteur que vous avez choisi. Il peut poser des questions. Comment voyez-vous ce secteur qui est nouveau pour vous? Il y a des points positifs, des points qui sont peut-être moins positifs. Il peut aussi voir par rapport à la description de fonction, qui varie selon les entreprises, évaluer si vous correspondez parfaitement à ce ciblage-là, ou si votre positionnement est marginalement inexact ou déficient. Lui le fait. Maintenant, est-ce que ça fait l'objet d'un entretien? Certainement, il posera des questions en demandant est-ce que vous avez utilisé tel programme informatique dans le cadre des prévisions de trésorerie. Vous voyez, là, c'est des techniques très précises qu'il faudra vérifier. Et c'est vrai qu'une erreur de ciblage apparaîtra tout de suite lors d'un entretien sur la description de fonction. Sur l'approche, le chasseur de tête, lui, il est heureux qu'on l'approche, après tout.
ça valorise son métier. Ça lui donne un stock de candidats. Vous l'avez approché, vous avez envoyé votre CV, vous avez envoyé une lettre. Généralement, vous dites, je suis prêt à avoir un entretien avec vous. Bien entendu, il vous donnera un entretien s'il a un poste à pourvoir. Alors, dans certains cabinets, quand les gens viennent d'arriver, ils se font la main sur des personnes qui sont en recherche de poste et les rencontrent, même s'il n'y a pas de poste à pourvoir. Ça leur permet de tester leur capacité d'évaluation. Le chasseur de tête, il a une attitude très particulière vis-à-vis des chercheurs d'emploi pour lesquels il n'a pas de poste à pourvoir. S'il n'a pas un mandat, vous êtes un peu un obstacle à son travail. Vous lui demandez 1 heure d'entretien et il n'a pas 1 heure à vous consacrer. Donc il essaye d'éviter, sauf pour les candidats de très haut niveau qui vont devenir peut-être des clients. À ce moment-là, c'est du marketing qu'ils font. Ils prévoient de développer une relation avec vous en espérant qu'un jour, quand vous aurez trouvé un poste, vous serez un prospect. Il pourra vous appeler en vous disant qu'il avait eu plaisir à vous rencontrer, etc. Bon. Mais en général, le chasseur de tête se méfie des personnes qui recherchent un poste quand ils n'ont pas ce poste à pourvoir. Ils lui disent merci de nous avoir approché, donnez-nous notre dossier, nous allons le mettre dans le système d'informatique, nous allons le transmettre chaque fois qu'on a un mandat qui correspond à votre qualification. Mais harceler un cabinet de chasse de tête est une erreur. C'est contre-productif. Vous avez intérêt, avec les chasseurs de tête, à avoir une attitude très neutre. Vous transmettez une candidature, la vôtre, vous indiquez les secteurs préférentiels que vous avez ciblés et vous expliquez peut-être les raisons. Vous donnez l'équivalent d'une lettre de motivation, en mieux peut-être, plus détaillée, avec un curriculum vitae à l'appui, et vous leur dites que vous êtes à leur disposition s'ils ont des projets dans ce domaine-là. Vous pouvez ajouter que vous connaissez bien ce secteur. À ce moment-là, ils vont peut-être vous utiliser comme source d'information. Si vous connaissez bien le secteur de l'alimentaire ou le secteur des agences de publicité, s'ils ont des recherches dans ce domaine, ils viendront vous voir. Pour que vous leur rendiez service. Et à ce moment-là, ça fait partie des échanges de services. C'est un réseautage intelligent. Les chasseurs de tête apprécient les candidats qui posent des questions sur le poste et sur la politique de l'entreprise et sur la stratégie de l'entreprise et qui se mettent en position non pas d'arrogance vis-à-vis du poste, mais en position de questionnement pour conforter leur motivation pour le poste. Ça, je crois que c'est important de le savoir parce qu'il ne faut surtout pas, avec un chasseur de tête, se mettre en position inférieure. Parce que ça jouerait sur les notes de qualification, d'intelligence, de maturité, et ce serait pas bon du tout pour votre image. Ça vous fait décaler d'un cadre supérieur à un cadre moyen expérimenté. Une nuance quand même qui joue sur la rémunération et qui joue sur le niveau du poste. Donc ça, c'est pour la contrepartie de ce qui chez vous est l'approche. Alors si on prend les éléments d'information, de communication que vous transmettez, il y a le CV, la lettre de motivation, il y a la page LinkedIn. Il faut vous dire que le chasseur de tête, dès qu'il a votre nom, même au téléphone, il tape LinkedIn, votre nom, et il voit très bien qui vous êtes, à peu près, il essaye d'évaluer en 15 secondes qui est donc il va sur la page LinkedIn. Il faut que votre page LinkedIn soit parfaite. Si elle n'est pas bonne, si elle est déficiente en
en information. Si elle ne donne pas vos résultats, eh bien, vous perdez des points de façon considérable. Donc, je vous recommande d'avoir une page LinkedIn bien faite. Il y en est de même du CV. Le CV doit être complet, doit donner les résultats à chaque étape des 3 derniers postes. Hein, vous n'allez pas faire ça remonter à 20 ans, mais il faut que vos 2-3 derniers postes, vous puissiez dire j'ai réalisé telle chose, de façon concrète. Chiffre d'affaires de temps, j'ai passé à temps, nombre de personnel de temps à temps, enfin, pas des généralités. Et pas des phrases du genre leadership, travail d'équipe, c'est des phrases. Ça, ils détestent ça. Ouais, ils le voient tous les jours, hein. Donc ils passent là-dessus sans même regarder. Un chasseur de tête lit un CV en un quart d'heure, si c'est très précis, mais en 15 secondes, si c'est juste pour... Il n'a pas de poste à pourvoir, il regarde et il le classe là où il faut pour une éventualité de mandat dans ce domaine. Vous avez la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, vous pouvez vous en servir, bien sûr, pour faire une demande particulière à quelqu'un, et vous pouvez vous en inspirer pour la lettre de transmission du CV au cabinet de chasse de tête. Et là, il faut être très sincère, il faut s'expliquer de façon claire, en disant je suis à la recherche d'un poste pour telle raison, j'ai réalisé telle et telle chose, je recherche un poste de tel niveau, dans tel secteur. Il faut être précis, ça facilite le travail de classement, si je puis dire, du chasseur de tête, et votre dossier sera mieux traité. Il faut surtout que vous ayez une image. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Il faut que votre image soit celle de quelqu'un qui a réalisé telle chose. Alors, c'est très dur et c'est très lent à venir, et ça, c'est peut-être plus pour les cadres supérieurs et dirigeants, mais votre image doit être connue chez les chasseurs de tête. Et chaque fois, vous répétez cette image. Cette fameuse phrase que j'appelle l'elevator pitch, cette phrase de 10 secondes dans laquelle vous dites « Je cherche un poste de ceci, car je suis la personne qui a réalisé ça, ça, ça et ça. J'ai eu un début de carrière dans tel domaine, j'ai excellé dans un autre, et là, pour des raisons de fusion, etc., je suis disponible. » Et c'est tout. Et vous mettez ça, le chasseur de tête comprend, il voit très bien où vous placez et comment vous contacter, il apprécie, c'est sobre, c'est clair et c'est net. Ce n'est pas la peine de faire des fioritures et de faire de la littérature autour. Il faut vous dire que le métier de chasseur de tête, il est né en Amérique. Et en Amérique, on respecte les succès. Ce sont des pragmatiques, les Américains. C'est pas tellement les diplômes, c'est pas tellement les titres des postes qui comptent. C'est ce que la personne a fait. Si vous avez redressé les comptes d'une société sur laquelle vous êtes resté 5 ans, c'est un résultat. Peu importe si vous étiez un ingénieur de base ou bien un polytechnicien, c'est votre carte de visite. Vous êtes les succès que vous avez eus. Alors c'est assez rigoureux, c'est assez dogmatique ce que je dis. Et en gros, c'est vrai. C'est vos succès qui vous jugent et qui sont votre stock pour le reste de votre carrière. En tout cas, moi, c'est ce que je juge. Je ne regarde pas toute la littérature qui entoure les gens,
inspecteur des finances pour la banque, corps des mines, etc. Je regarde ce que les gens ont fait. Et parfois, on a des surprises. On tombe sur des autodidactes qui ont fait un cours, un vague cours à l'INSEAD à l'âge de 40 ans pour se donner une image. Mais en réalité, c'est les gens qui ont fait beaucoup, qui ont fait passer une entreprise de 0 à 3 milliards. Je pense à un cas qui était un autodidacte qui a créé une entreprise informatique immense. Alors, ce n'est pas le cas le plus général, mais enfin, c'est le chasseur de tête, lui, il cherche cette matière première qui est vos réalisations. Alors, en ce qui concerne la négociation finale, l'interview et la négociation finale, je vous ai dit que le chasseur de tête appréciait dans l'interview avoir une conversation. Et finalement, ce n'est plus un interview, c'est un entretien dans lequel chacun apprend à l'autre quelque chose. Moi, j'apprends le dispositif nucléaire, alors que je ne connais rien à ce sujet. On m'explique comment l'énergie nucléaire va peut-être se créer un jour à partir de l'hydrogène. Enfin, c'est de l'anticipation, ou bien quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle vous explique certaines choses. L'entretien devient intéressant. Le chasseur de tête se dit, celui-là était passionnant. Et c'est ce qui différencie les très bons candidats des candidats médiocres. Il faut que vous ayez en réserve, caché dans votre serviette, 2, 3 histoires passionnantes concernant votre métier que vous avez apprises. Et vous pouvez à ce moment-là avoir un entretien riche et pas seulement un entretien exact, juste, mais un entretien riche. Et si votre interlocuteur a l'impression que vous êtes cultivé, que vous connaissez d'autres choses que votre propre métier, par exemple, vous êtes compétent en informatique, mais vous avez une idée de la stratégie d'entreprise, vous connaissez les concurrents, vous connaissez les prix, vous connaissez les images des divers produits dans les camemberts des produits de luxe, produits à distribution sélective ou bien produits de masse. Et vous pouvez juger les stratégies. Je crois qu'il faut vous intéresser à autre chose que votre poste, à ce qui l'entoure et à l'entreprise qui vous emploie et surtout l'entreprise qui vous reçoit. Il faut que vous ayez étudié, c'est élémentaire mais les gens ne le font pas tous, l'entreprise qui vous a accordé un interview. Alors en tant que chasseur de tête, moi je livre un rapport. Et ce rapport, il comprend votre évaluation, il comprend votre biographie commentée avec les résultats à chaque étape. Il indique où vous vous situez dans l'organisation, au premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, et il donne un jugement général sur votre niveau d'intelligence, de culture, de maturité, d'énergie, qui sont des points importants à apporter au client. C'est ce rapport qui va résumer l'ensemble de l'interaction que le chasseur de tête aura eue avec vous. Dans la phase finale, le chasseur de tête intervient beaucoup dans la négociation du salaire. C'est vrai que si les entretiens avec le chasseur de tête sont positifs, qu'il vous présente au client, il aura présenté un rapport auparavant, le client l'aura lu, vous aurez indiqué votre niveau de rémunération, vous indiquerez aussi ce que vous souhaitez ou ce à quoi vous vous attendez, de telle sorte que l'offre qui soit faite par le client soit compatible à vos desiderata. Sinon, vous refuserez le poste. Vous serez peut-être amené à négocier à partir
d'une offre insuffisante. Et ça, le chasseur de tête est prêt à discuter de ça, c'est l'intermédiaire idéal, puisqu'il est côté client et qui vous a rencontré et développé à ce stade une relation positive. Je tenais à vous présenter ce point de vue pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Si vous avez un décideur, c'est pareil. Le directeur des ressources humaines, il est mandaté par l'entreprise pour avoir un panorama des options diverses de candidats pour les divers postes à pourvoir, ou même potentiellement, virtuellement à pourvoir. Le tout dirigeant d'entreprise est en recherche de perles rares permanentes. Vous savez, c'est la perle rare, je désire quelqu'un qui redresse tel marché, qui puisse inventer tel produit, animer telle force de vente. C'est le devoir de chaque dirigeant d'entreprise d'essayer d'attirer à l'entreprise des personnes qualifiées. Et on juge d'ailleurs le succès de quelqu'un dans une entreprise, un dirigeant, à sa capacité d'attirer les candidats. Nous allons maintenant passer aux questions que vous avez posées et je vais essayer d'y répondre. Je vais regarder ces questions. Alors, Yves m'a posé une question. Je cherche à élargir mes cibles. Quelle méthode proposez-vous? Je crois qu'il faut partir, comme toujours, de l'auto-évaluation. Vous avez indiqué les cibles que vous préférez. Vous indiquez aussi vos qualités de personnalité, de leadership, vos compétences et votre expérience et les zones où vous avez réussi. Tout ça, ça doit pouvoir faire un paquet de cibles suffisamment important à la condition que vous changiez de secteur. Parce que parfois, on reste toujours dans le même secteur sans se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un secteur qui ressemble au secteur où j'ai excellé? Ou bien est-ce que je veux aller dans un secteur différent, qui a un modèle économique différent? À ce moment-là, vous ajoutez des secteurs. C'est comme ça que vous élargirez vos listes. Vous pouvez même vous dire, je suis polyvalent, j'ai été dans la finance ou j'ai été dans l'informatique, etc., mais je suis en fait polyvalent et je peux entrer dans une start-up, dans une équipe où il faut tout faire. Et c'est pas plus mal. Donc, il faut élargir de façon très imaginative. On ne recrute pas quelqu'un juste pour un secteur. On recrute quelqu'un pour sa personnalité, sa capacité de réussir, sa volonté, son énergie, comme je disais tout à l'heure, et pour ses expériences, ses réalisations. On espère, s'il a réussi dans telle situation, ben, si c'est adapté, eh bien, il va s'adapter dans une autre situation. Donc, le moyen le plus sûr d'élargir vos cibles, c'est de choisir des secteurs compatibles avec votre expérience et avec vos valeurs. Alors, si vous désirez des grandes entreprises, vous avez la liste. Si vous désirez des startups déjà en croissance, qui ont 5-10 ans de croissance derrière eux, vous avez les listes, elles existent. Si vous désirez travailler pour des concurrents de votre société, vous les avez fréquentés, vous connaissez. On ne part jamais de zéro. Il y a des listes d'entreprises qui sont indiquées avec leurs caractéristiques sur Internet. Vous les avez par secteur, vous les avez par région, vous les avez par
rentabilité parfois, par marge. Il y a de multiples revues, comme l'usine Nouvelle, qui vous donne dans le domaine industriel des informations sur toutes les cibles possibles de l'industrie. Vous avez des revues sur le marketing, vous avez des revues très généralistes, comme Challenge, qui va vous donner des informations capitales sur les entreprises. Vous avez des stations de radio, comme BFM Business, où tous les jours sont interviewés des présidents d'entreprises, et ça vous donnera des idées d'entreprises où on peut aller. Je ne peux pas vous donner une martingale de comment choisir vos cibles, car c'est très subjectif. Je peux vous recommander comme méthode d'aller dans des entreprises qui ont le même modèle d'abord que vous, et ensuite des entreprises qui ont un modèle différent qui vous convient. Limitez-vous, ne prenez pas 200 entreprises, en prenant 30 ou 40, et en choisissant par ordre préférentiel celles qui vous plaisent le plus, vous aurez d'excellents résultats. Mais si vous en prenez 3 ou 4, vous jouez au casino, parce qu'il y a une forte chance que les postes sont pris. C'est ce que je peux vous dire en réponse à votre question, mais ça dépend beaucoup du secteur. Il faut aller voir des sources dans chaque secteur, identifier une personne qui connaît le secteur où vous êtes. Et à ce moment-là, vous l'interviewez. Quelles sont les entreprises qui recrutent? Quelles sont les entreprises qui ont des problèmes, qui sont à votre hauteur? Si vous avez des problèmes financiers, que vous êtes financier, vous pouvez proposer des solutions. C'est une étude de marché. En fait, c'est exactement comme une chasse de tête, simplement c'est le recrutement de votre futur patron. Autre question de Sandrine. Y a-t-il un conseil sur la façon de rédiger un email à une cible? D'abord, j'ai dit que l'email n'est pas toujours la meilleure méthode. C'est assez direct, c'est quand on n'a pas le choix. On veut absolument contacter M. X, on n'a pas son adresse, on n'a pas le moyen d'avoir son téléphone. L'email consiste à envoyer un message sur le site LinkedIn de la personne. Alors il faut, dans le message, qu'il soit très court et qu'il ait une annexe qui est votre CV. Donc il faut expliquer, il faut être sincère. Il faut dire, j'ai vu le nom de votre entreprise, j'ai vu ce que vous réalisez, j'ai l'impression que je pourrais contribuer au succès de cette entreprise dans tel domaine, car j'ai fait ça, ça et ça. Pouvez-vous me recevoir? Ou bien vous prononcez la phrase, je serais heureux d'entrer en contact avec vous, voilà mes coordonnées. Simple, direct, vrai. Il n'y a rien de choquant. Les entreprises sont très contentes, et les chefs d'entreprise sont très contents d'être approchés. Alors, est-ce qu'ils vont avoir le temps de répondre, etc. Si c'est une grande entreprise et qu'il est très occupé, bien, il donne à son secrétariat la tâche de lire les réponses et il transmet votre candidature à qui de droit. Mais au moins, ce sera passé par lui et vous aurez réussi. J'ai eu d'excellents succès avec certains, j'ai eu une absence de réponse avec d'autres à ce moment-là. Quand on n'entre pas par la porte, on passe par la cheminée. Il faut être persévérant dans l'atteinte des cibles. Vous pouvez écrire à l'entreprise. C'est toutes les méthodes que je donne dans la partie réseautage. Comment approcher de façon indirecte une cible et non pas de façon directe. Enfin, j'ai répondu à votre question. Très court, je crois que d'ailleurs c'est limité à une centaine de mots. Un message très court avec en annexe votre CV.
Mais il faut attirer l'attention par une caractéristique que vous avez qui peut l'intéresser. Il n'y a pas de vente sans faire espérer la solution à un de ces problèmes. Autre question de Sylvie. Si le salaire proposé ne me convient pas, comment aborder une demande supérieure qui risque de provoquer la rupture? Et de toute façon, vous aurez la rupture si vous refusez le poste. Si vous acceptez un poste mal rémunéré pour vous, ça crée un problème dès le départ. C'est pas bon. Donc il faut s'exprimer en disant la vérité. En disant, je gagne tant, 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 en bonus, en salaire, j'ai tel avantage, j'ai une voiture, ou je ne sais pas. Et ça me coûterait, ce serait une perte pour moi considérable d'accepter votre offre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cette situation? J'aimerais beaucoup travailler chez vous. Et vous dites ça au DRH ou au responsable qui vous a envoyé l'offre. On n'a jamais tort de parler argent. L'entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Quelqu'un qui défend mal ses intérêts n'est pas quelqu'un que je veux avoir dans une entreprise, car il défendra mal mes intérêts. Je respecte quelqu'un qui négocie son salaire, mais il faut qu'il ait de bons arguments. Il faut avoir une étude des salaires, il faut connaître les salaires dans la profession. Si vous êtes surpayé, il faut le reconnaître. Je n'arrive pas à être inspiré pour rédiger la lettre de motivation que vous recommandez. Avez-vous des suggestions à faire? C'est vrai qu'une lettre où on se fait remarquer sort de l'ordinaire et peut propulser votre candidature, c'est vrai. Donc si on n'a pas trouvé cette inspiration, il y a une façon très simple, c'est de mettre 2 paragraphes. Paragraphe 1, ce que vous savez faire. Vous dites, je suis spécialiste de ça, je peux apporter à une entreprise ça, ça, ça et ça. Et pourquoi? Le deuxième paragraphe, c'est pourquoi vous êtes intéressé par ce poste. Ce poste m'intéresse énormément parce que j'ai la certitude que je pourrais contribuer à votre entreprise avec succès dans tel et tel domaine. Je crois que si vous arrivez avec la vérité, vous n'êtes pas perdant. Évidemment, si vous pouvez attirer l'attention, mais il faut que ça sonne juste. Il ne faut pas que ça sonne faux. Donc moi, je vous recommanderais une approche simple, 2 paragraphes, celui où vous expliquez qui vous êtes et ce que vous savez faire, et le deuxième paragraphe, pourquoi vous êtes intéressé par cette entreprise. Autre question de Vincent. Je recherche depuis bientôt 1 an et je suis votre méthode Happy Job depuis 2 mois. Comment accélérer la recherche? Ce qui va accélérer votre recherche, c'est d'approcher les cibles. Donc, votre auto-évaluation au bout de 2 mois, elle est faite. Vous savez de façon claire qui vous êtes et le genre d'orientation que vous allez prendre. Vous pouvez même en avoir 2 d'orientation, un plan A et un plan B. Vous allez donc cibler des entreprises, vous faites une liste d'une trentaine d'entreprises dans un domaine particulier, et vous allez demander aux cibles s'ils ont un poste pour vous, ou quelle est, ou si votre hypothèse que vous pouvez résoudre tel problème chez eux est vraie. Vous pouvez accélérer en téléphonant. J'ai jamais vu un chef d'entreprise ou un directeur des ressources humaines
être froissé par un coup de téléphone, il est là pour ça. Alors, c'est à lui de s'organiser. Mais s'il a trop de travail, trop de demandes, il s'organise. Mais il me semble très légitime que vous accélériez en écrivant à des cibles qui vous intéressent, quitte à faire un compromis sur un des aspects de la cible idéale. Et pour accélérer, le moyen le plus simple, c'est de prendre son téléphone, d'appeler la personne, vous trouvez le numéro, vous avez le standard, vous demandez à parler aux dirigeants concernés. Il n'y a pas d'accélérateur plus rapide. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui appellent au téléphone. Les emails, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours la méthode la plus rapide. C'est assez passif, finalement. Vous envoyez un mot, vous ne savez pas très bien ce qui va se passer. Mais le téléphone, c'est radical. Si la personne prend le téléphone, vous voulez expliquer exactement ce que vous voulez, prenez rendez-vous, etc. Et là, lui décide. J'ai couvert les 5 points, les 5 questions qui ont été posées. Nous avons aujourd'hui pris le point de vue du chasseur de tête, et en général de tout décideur. Ça s'applique également à la création d'entreprise, parce que si vous créez une entreprise, vous allez peut-être prendre des partenaires, vous allez chercher des capitaux auprès d'une banque qui voudra savoir qui vous êtes, et finalement, en vous prêtant de l'argent, une banque approuve votre candidature. Donc il faut élargir la notion d'interaction avec un décideur qui peut affecter votre carrière. Évidemment, la solution idéale, c'est d'avoir un réseau déjà constitué. Mais si ce n'est pas le cas, comme la plupart des cas de personnes qui recherchent un travail, il faut qu'ils constituent leur réseau à partir de zéro. Et ça, c'est long. Donc, ils sont obligés de faire une liste de sociétés cibles qui vont appeler en leur proposant le profil qui est le vôtre. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, directement ou par le biais de ce webinaire, le prochain, dans 15 jours. N'hésitez pas à me dire vos problèmes ou vos blocages ou ce qui ne va pas. J'essaierai de vous faire part de mon expérience de 45 ans de chasse de tête. J'ai vu des gens bloqués dans des situations pendant plusieurs mois. Il y a même des gens qui cherchaient mal, qui cherchaient un trop haut niveau d'entreprise par rapport à leurs compétences. Ils n'avaient pas ciblé correctement. Il vaut mieux entrer dans une entreprise comme conseiller du président avec une mission particulière, sans engagement, et au bout de 3 mois, tant comme un accord, vous serez titularisé dans une fonction, parce qu'il vous connaîtra. Il faut trouver tout de suite un projet sur lequel travailler. Et ce projet, c'est peut-être votre futur job. À très bientôt. Merci de cette occasion de vous expliquer le point de vue d'un chasseur de tête. J'espère que c'est bénéfique pour vous. N'hésitez pas à approcher les chasseurs de tête. Je vous ai dit que ça représentait 25% du marché au maximum. Mais les 75%, c'est le marché caché, où vous serez le seul candidat qui approchera l'entreprise parce que le poste n'est pas encore créé. Vous serez en amont. Évidemment, il faut compenser ça en approchant un grand nombre de gens. Alors, dans les chasseurs de tête, je recommande l'annuaire CERCOM, qui ne coûte pas très cher.
Parce que vous pouvez l'avoir sur Amazon ou sur d'autres. C'est un annuaire qui identifie les chasseurs de tête par spécialité et aux divers niveaux du recrutement. Vous avez aussi l'association dont je fais partie, qui est l'association AESC, qui est Association of Executive Search Consultants, qui est basée pour l'Europe à Bruxelles. On peut avoir gratuitement des listes de chasseurs de tête, membres avec leur téléphone, et vous avez la liste des meilleurs cabinets. Mais entre ce que vous donne CERCOM, l'annuaire CERCOM, et les listes de AESC, vous avez la cible de tous les chasseurs de tête. Et souvent, vous prenez leur site et vous voyez les noms des gens avec les spécialités qui vous intéressent. Très bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches. À très bientôt.